Bonjour à tous, merci d'être si nombreux dans cette salle. On ne vous voit pas en live, mais vous êtes très nombreux. Merci à tous d'être venus pour cette première table ronde de la journée du VERJAM à la Mêlée numérique aujourd'hui. Nous allons aborder cette table ronde avec une première thématique qui va concerner, qui va parler des sociétés qui produisent du contenu en réalité virtuelle et qui se trouvent en Occitanie. C'est aussi très important de montrer que cette région est très dynamique et a beaucoup d'entreprises qui fabriquent de la réalité virtuelle. Je me présente, je suis Jérôme Denis, co-organisateur de la mêlée avec Natalia Velikanova, que vous avez vu ce matin avec Laurent Chrétien et aussi Anne-Sophie Jiménez de WeDid. Nous avons voulu créer cet événement pour vous montrer l'ensemble de l'écosystème de la réalité virtuelle et aussi sa diversité. Aujourd'hui, j'ai plusieurs invités qui représentent donc des sociétés avec des particularités, des domaines d'intervention et aussi des développements différents. C'est l'intérêt que j'ai voulu donner à cette table ronde. Nous avons tout de suite à ma gauche Cyril Epaillard qui représente la société Soltitude Studio qui fabrique des jeux vidéo. Nicolas Berdon de VR Show qui est une société qui produit des contenus en réalité virtuelle pour l'événementiel. Laurent D'Adalto, on ne le présente plus, qui est le CEO de Mimbus, qui est donc une société qui fabrique des simulateurs pour la formation professionnelle et les métiers du geste. Et puis Benjamin Granier, qui représente la société Numix, qui est basée près de Gaillac, et qui fabrique aussi des produits en réalité virtuelle pour la formation dans le domaine industriel. Voilà. Je vous laisserai la parole, bien sûr, pour décrire un peu plus votre activité. Aujourd'hui, nous allons parler de ces sociétés, de l'activité, je dirais, commerciale, enfin, en tout cas économique, et du tissu économique de la VR dans notre région, et pas que, aussi au-delà de notre région au niveau national et international. Et je vais donc donner la parole sur ce sujet à Laurent D'Adalto. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. À propos de votre société, est-ce que vous pourriez juste décrire un petit peu la diversité des activités que vous avez et aussi leur dimension? Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, chez Membus, on travaille sur les métiers manuels. On a créé la société il y a 10 ans. C'est une vieille start-up. L'idée, c'est d'attirer les sans-emploi, les jeunes, vers ces métiers-là. Et il y a une multitude de métiers manuels qui sont en pénurie aujourd'hui. Donc, c'est de franchir le trou béant qu'il y a aujourd'hui entre les demandeurs d'emploi et les besoins des industriels. C'est des produits à destination des centres de formation, des lycées professionnels, des écoles en général qui forment, et ça va au-delà même aujourd'hui puisque c'est à mon sens des outils nécessaires pour orienter les jeunes. Donc ça commence dès le collège, ça commence dès qu'on se pose la question, est-ce que j'ai un talent et à quoi ça sert et qu'est-ce que je vais faire demain? Sur le sujet de, je ne sais pas si tu voulais que je réponde sur le sujet de l'international, c'était ça? C'est ça. Alors, je formule ma petite question et puis ensuite tu répondras. Trop vite. Voilà. Non, mais par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pour vocation de, en effet, répondre à une demande, je dirais, du domaine de l'emploi, hein, puisque c'est une problématique aujourd'hui, des métiers en tension, des métiers industriels en général. Vous avez développé ce concept en France, mais ce qui est intéressant, et c'est la particularité de Mimbus, c'est qu'à l'étranger, il a énormément de succès. Alors, est-ce que tu peux juste nous raconter, dans ce cadre, comment Mimbus s'est développé à l'étranger, puisque aujourd'hui, j'imagine que vous faites une grande partie de votre chiffre d'affaires à l'étranger? Oui, en fait, c'est un peu l'opportunisme, je dirais, qui fait qu'on se trouve 80% à l'export aujourd'hui. En fait, on a conçu une solution
destiné aux écoles, c'est ce que je disais, qui n'est pas juste de la réalité virtuelle, mais qui concerne aussi le professeur, hein, et comment le professeur va intégrer ça dans sa formation. Donc c'est un outil qui analyse toute l'activité que vous faites lorsque vous travaillez en réalité virtuelle et qui va, compétence par compétence, remonter l'information au prof. Et le prof va pouvoir créer des exos, adapter les parcours pédagogiques et donc rendre chaque activité pour chaque apprenant adaptée à ses besoins. Donc il va apprendre plus vite, mieux, etc. Ça engage, et Laurent Chrétien en parlait tout à l'heure, ça engage un changement aussi dans la mentalité du professeur. Et vous voyez un peu où je veux en venir, en fait, hein, c'est que malheureusement, on a sûrement créé, ou enfin, on a été un des précurseurs dans l'éducation en France avec Jules Ferry, etc. Enfin, voilà, on a beaucoup travaillé sur les méthodes éducatives. Maintenant, on a un système qui est très lourd à changer aujourd'hui. Et quand on a sorti cette solution, ça fait maintenant plus de 20 ans, j'ai créé la société il y a 10 ans, mais c'était il y a 20 ans qu'on a fait le premier simulateur sur le soudage. Naturellement, c'est plutôt les pays émergents, c'est plutôt les pays innovants qui sont venus nous demander ça. En France, il y a eu une sorte de rejet à l'époque, disant que c'était trop innovant et qu'on ne pouvait pas s'adapter à ce genre de méthode, parce qu'il fallait révolutionner vraiment la façon d'apprendre. Et donc, naturellement, et même à la création de la société, c'était 90% de notre chiffre d'affaires qui était à l'export. On a eu comme clients les pays asiatiques, l'Europe du Nord, je dirais, qui est très innovante dans la pédagogie, l'Amérique du Nord et les États-Unis actuellement. Le Covid a accéléré cela et ce que le Covid a permis, je pense, ce qui est bien, quand je reviens un peu sur la France, c'est que on a pris peut-être à marche forcée plus conscience de l'importance d'appliquer cette révolution et de transformer les méthodes de formation en France. Et maintenant, aujourd'hui, en France, et depuis quelques années quand même, on a vraiment une volonté de réformer, de révolutionner. Vous savez, la réforme des compétences, le plan de relance, tout ça est orienté vers de nouvelles méthodes d'enseignement. Donc on prend le train un peu en retard, mais j'espère qu'on va accélérer pour repasser devant les autres. Et c'est notre volonté, puisqu'on est français, et cocorico, quoi. Merci pour cette réponse. Je soulignerais qu'en effet, il y a beaucoup de pays émergents, comme tu disais, qui adoptent plus facilement ce type de technologie. Pour ne pas les citer, il y a beaucoup de pays en Afrique, et puis le Pakistan, etc., qui développent massivement la réalité virtuelle. Avec une vitesse beaucoup plus rapide que chez nous finalement, en effet. Je vais passer la parole à Benjamin Granier sur la thématique de la formation. Numix, je crois savoir, est une entreprise qui est bien développée en France, bien implantée en France. Vous êtes plus particulièrement sur le domaine industriel. Et quels sont les secteurs de prédilection de Numix que vous touchez en priorité, et surtout, qu'est-ce que vous en faites et comment sont utilisés vos outils? Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Donc nous, effectivement, on est experts en pédagogie digitale et immersive. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on accompagne les entreprises à la digitalisation de leur formation, et on le fait donc à travers diverses technologies. Et effectivement, donc on le fait à travers la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité mixte. Donc là, effectivement, très centralisé sur le secteur industriel. Et on a aussi une autre activité qui prend énormément d'ampleur, c'est tout ce qui est partie e-learning. E-learning, serious game, guide d'utilisation interactif aussi, pour l'utilisation d'une machine, par exemple. Voilà, donc ça, c'est nos deux activités. On travaille énormément avec des grands groupes comme Enedis, Airbus, le service industriel de Genève, par exemple. Tout à fait. Où on va... pour vous donner quelques exemples concrets, pour mieux comprendre, par exemple pour EDF, on leur a développé une formation pour les techniciens, pour les entraîner au passage de crues sur barrage hydroélectrique. Donc on a par exemple réalisé un jumeau numérique du barrage de Saran, qui est situé dans l'Aveyron. Et l'intérêt justement de la VR, c'est de vous faire vivre une crue, puisque une crue, ça reste un événement extrêmement rare et aussi extrêmement dangereux. Et peut-être que dans sa carrière, un technicien ne vivra jamais cet événement. Et pour s'entraîner, les techniciens avaient pour habitude, avec leur café sur leur table et leur Excel, de faire des simulations avec des graphiques.
Là, justement, l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est d'être plongé dans cet environnement et de vivre la crue comme s'ils y étaient. Et l'intérêt, c'est que ça peut être dispensé dans une salle de classe avec plusieurs apprenants. Et le formateur va pouvoir, avec notre solution, par exemple, déclencher des événements. Donc, ok, très bien, vous connaissez votre procédure sur le bout des doigts. Enfin, vous êtes peut-être censé la connaître. Mais si on vous met de nuit avec la frontale, sous la neige, sous la pluie, on va vous créer un problème électrique, on va vous assécher une cuve de fioul, on va pouvoir créer en fait divers événements comme ça qui sera finalement un facteur de stress et même si vous avez déjà fait la formation de manière, et vous avez plutôt réussi, le formateur va pouvoir justement vous mettre à mal lors d'une deuxième formation et voir si justement cette procédure elle est vraiment adoptée ou pas. J'aurais une autre question qui est un peu en résonance avec la question que j'ai posée à Laurent D'Adalto. Oui. Vous développez en France des produits et quel serait votre avis sur, par exemple, le développement des projets en VR dans la région, par exemple? Est-ce que c'est une région qui est dynamique là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait plus d'efforts à faire? Est-ce que vous avez des facilités à trouver des clients en local? Au niveau national, j'imagine, auprès des grands groupes, c'est peut-être un peu plus facile, mais voilà, vous parlez du barrage, oui, c'est du barrage de Saran. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de régional, on va dire. C'est une démarche qui a été Est-ce que vous régionale. pensez qu'il y a d'autres initiatives qui pourraient se présenter comme ça? Alors, il y a beaucoup plus d'initiatives, en tout cas au niveau régional, sur la partie e-learning, serious game. Voilà. Après, je pense que ça peut être aussi une histoire de financement dans le sens où il peut y avoir ce frein de se dire la VR ça coûte très cher. Il faut aussi effectivement, la question du retour sur investissement revient souvent auprès de nos clients. Ok, ça a l'air super. Ce que vous nous avez montré, c'est vraiment génial. Mais il faut. Et c'est vrai qu'au niveau local, en tout cas, la question du ROI se pose plus qu'au niveau national où le rayonnement est forcément beaucoup plus important. Ouais. C'est intéressant. C'est en tout cas une question qui reste ouverte et qu'il faudra poser peut-être aux élus qui sont avec nous toute cette semaine. Justement peut-être sur cette notion de local et de régional, je rebondis là-dessus pour m'adresser à Nicolas Berdon, puisque il me semble que vous êtes à l'initiative d'un beau projet que vous avez réalisé pour Carcassonne. Alors dans un tout autre domaine, vous travaillez dans l'événementiel essentiellement, qui est un domaine qui est très intéressant, dans lequel je pense que la VR a toute sa place. Comment ça s'articule et comment est-ce qu'un projet d'une telle initiative, par exemple à Carcassonne, est né et comment vous avez inclus une idée, une créative dans ce projet? Bonjour à tous, Bonjour. déjà merci pour l'invitation. Alors tout d'abord pour resituer un peu la société, donc la société s'appelle VR Show, je l'ai créée il y a maintenant 4 ans avec l'avènement un peu de ces nouvelles technologies de réalité virtuelle portées par des marques que l'on connaît comme Oculus, notamment via Facebook, et HTC Vive. Le premier sujet sur lequel on s'est posé, c'était de se dire, tiens, on va déjà commencer à initier des entreprises aux découvertes de la réalité virtuelle, ce que l'on peut faire avec la réalité virtuelle. Donc on a commencé à déployer de façon événementielle des ateliers un peu partout en France, sous des principes un peu de workshop ou des séminaires ou des team building, et on a comme cela utilisé la réalité virtuelle à des fins soit récréatives, soit des fins un peu d'esprit d'équipe, de cohésion d'équipe, de dépassement de soi, en utilisant des programmes, des jeux même, pourquoi pas, des expériences, des voyages qui avaient été créés par d'autres développeurs un peu partout dans le monde. Et puis après, effectivement, on a commencé, de par, on va dire, notre historique, parce que la société, je l'ai dit, elle a 4 ans. Maintenant, je travaille dans l'audiovisuel et dans la 3D depuis maintenant 10 ans, et nous avions effectivement des clients de référence. Et comme on parlait de clients industriels, on était en contact avec EDF, Dalkia, pour lequel, effectivement, on réalisait pour eux des visites virtuelles, un petit peu comme le même principe d'une visite virtuelle immobilière.
je dirais, d'agences immobilières. Le principe, c'était d'aller voir des choses existantes mais lointaines, comme des barrages hydroélectriques, des centrales de géothermie et d'autres, effectivement, je dirais, centrales nucléaires également, des choses difficiles d'atteinte pour le grand public, ou des partenaires ou des clients, et donc pouvoir, comme ceci, permettre à tout un chacun de les voir en réalité virtuelle ou sur ordinateur. Et puis après, effectivement, est venu le sujet 3D, où la 3D dans la réalité virtuelle, l'image de synthèse, nous a permis très facilement, très progressivement, d'aller pouvoir montrer soit le futur, soit le passé, ce qui n'était impossible de voir de façon réelle. Et c'est comme cela qu'on a intéressé l'Office du tourisme de Carcassonne pour aller présenter en fait la cité comme on ne peut pas la voir actuellement, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Pour la petite histoire, la cité de Carcassonne, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de pierre. C'était un village gaulois, comme on peut le voir dans les bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Je voulais juste imaginer la chose. Et donc, en fait, au travers de ce film, et la 3D, avec l'image de synthèse et la réalité virtuelle, permet donc à des visiteurs qui sont dans la cité de ne pas occulter le fait d'aller voir la cité telle qu'elle est actuellement, mais de pouvoir, grâce à une expérience de réalité virtuelle, constater et découvrir comme elle était avant. C'est intéressant parce qu'on est on est sur un registre qui est un registre de l'entertainment, enfin je me passe mon anglais, mais bon, il faut le dire, et aussi de la pédagogie, parce que on est là pour apprendre, on est là pour découvrir, et en plus, je dirais qu'on donne une dimension assez extraordinaire à la visualisation. Donc on est à la croisée de ces chemins, et finalement on reste sur le domaine de la pédagogie, qui est un peu le fil rouge déjà de nos 3 présentations, et c'est relativement intéressant. Je vais juste faire une petite transition, et elle est aussi intéressante. J'ai invité aujourd'hui Cyril Paillard de Solitude. Alors, je vous ai invité, pourquoi ? Parce que nous avons ici des représentants de sociétés qui ont déjà une certaine expérience et, je dirais, une certaine longévité, et qui ont un développement dont on est assez fier d'ailleurs dans la région. Et vous êtes le représentant d'une société qui vient tout juste de naître. Et je suis hyper content de vous avoir avec nous, parce que vous êtes l'exemple même de celui qui va démarrer quelque chose et dont on espère que ça va réussir. Ça, c'est sûr. Parlez-nous un petit peu de Solitude Studio, comment c'est né et où vous en êtes aujourd'hui. Alors bonjour à tous déjà. Merci pour l'invitation. C'est une assez grande occasion pour nous de partager notre expérience. Donc initialement, en fait, on est un studio qui se forme à partir d'un groupe d'amis qui s'est formé dans notre école. Donc on était à l'ETPA de Toulouse en section Game Design. Et à la fin de notre cursus, en fait, on doit réaliser un jeu vidéo pendant 1 an, une année entière, comme une petite production réelle. Et on était 7 au départ, maintenant on est 5 à continuer le projet. Et en fait, pendant 1 an, on s'est collé à un problème qui est celui de la réalité virtuelle en coopération avec quelqu'un derrière un ordinateur. Et pour nous, ça nous a permis en fait de mettre en perspective ce que c'était la réalité virtuelle, d'expérimenter beaucoup, de la voir au travers du prisme du jeu vidéo, mais aussi de la pédagogie, puisqu'on a eu comme grand projet en fait de faire un jeu basé sur la communication, et une communication fortement asymétrique. Donc on s'est basé sur l'expérience de la tour de contrôle avec notre opérateur et un pilote en fait, qui lui se bat dans une tourelle contre des ennemis. On a thématisé tout ça avec du bouddhisme et un mélange d'aliens aussi, un peu bizarre. Et on a vraiment voulu en fait que, contrairement à tout ce qui se faisait jusqu'à maintenant dans ces jeux coopératifs, faire en sorte que le but du jeu, ce soit la compréhension à 2. Donc on n'explique pas le jeu et on les laisse comprendre, se parler dans l'oreillette et se dire « moi je vois ça, toi qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Donc pour nous ça a été une expérience assez grisante, puisqu'il y a beaucoup de questions d'ergonomie qui se posent. On a découvert que la VR avait un potentiel immense d'accessibilité, même plus que les ordinateurs. Aujourd'hui tout le monde sait utiliser un ordinateur, très peu de gens au final ont déjà utilisé la réalité virtuelle, et pourtant avec ces manettes qui sont situées dans l'espace en fait, qui sont très simples d'utilisation,
on peut leur faire n'importe quoi. Donc même quelqu'un qui arrive, des gens qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo, qui n'ont jamais fait de VR, arrivent, prennent la manette et commencent à toucher à des manivelles, à interagir avec leur environnement. Donc pour nous, ça c'était super intéressant et on a essayé d'exploiter ça au maximum. J'ai testé le jeu. Alors je tiens à dire 2 choses. J'ai testé le jeu, c'est absolument incroyable. Je le conseille à beaucoup de gens. Le jeu sera présent en démo cet après-midi. Je vous engage tous. Il va y avoir une queue devant le stand, j'en suis sûr. On espère. Oui. Ce qui est intéressant, je fais une petite parenthèse là-dessus, en effet, c'est que derrière le jeu, la ludification ou la gamification de ce que vous avez fait, il y a une notion extrêmement, tu l'as déjà dit, mais je le répète, extrêmement intéressante qui est la notion de coordination dans un travail d'équipe. Et c'est ça que révèle le jeu, c'est qu'en effet, derrière ça, il y a des notions qui vont beaucoup plus loin et qui sont beaucoup plus intéressantes sur l'aspect comportemental, les erreurs ou les facilitations de communication entre 2 personnes qui font des choses totalement différentes. Et c'est ce que révèle le jeu. Et vraiment, je le conseille à tout le monde. Alors, juste, je voulais que tu interviennes là-dessus parce que je voulais aussi que tu donnes un petit peu une sorte de photographie de là où vous en êtes. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous regardent. Comment aujourd'hui vous arrivez à aller de l'avant et comment vous voyez un petit peu la potentielle commercialisation de votre jeu, voire le développement d'une entreprise, si elle existe, en effet, dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, bien évidemment. Alors pour l'instant, du coup, nous, on se base en fait on utilise ce jeu comme un peu notre preuve de savoir-faire, Oui. comme notre carte de visite. Donc on va essayer de le commercialiser sous forme de prestations auprès des entreprises, puisqu'on s'est beaucoup axé justement sur ce travail d'équipe. Et on a cette approche, en fait, on essaie d'offrir quelque chose d'un peu différent déjà. C'est-à-dire on va essayer de faire du consulting auprès des entreprises parce qu'on pense qu'on a cette vision que, on entend beaucoup parler en fait de serious games, Tout à fait. mais nous on a cette vision que les jeux c'est sérieux de base en fait. Genre quand on joue à quelque chose, quand on s'amuse à quelque chose, c'est parce qu'on est très sérieux dans ce qu'on fait, même si c'est pas important. Absolument. On joue à quelque Très bonne chose, ça va pas définition. changer notre vie, mais on est très sérieux, on est très déterminé à le faire. Et du coup, si on met un apprentissage au cœur de ce jeu un peu caché, eh ben, nos joueurs vont apprendre une leçon importante qui va pouvoir leur être utile dans la vie. Donc c'est ce qu'on essaie d'apporter à des entreprises, c'est ce qu'on leur propose. Donc aujourd'hui, en fait, on est en contact avec de nombreuses entreprises qui justement voulaient faire du serious game ou alors font des mondes virtuels pour les réunions, les métaverses. Ou même ont des projets, par exemple, en réalité augmentée, donc Oui. sur une nouvelle technologie, Oui. et savent pas trop comment en fait amener l'utilisateur à apprendre à développer une relation en fait avec ces nouveaux outils, avec ces nouveaux médiums. Et donc ça, on va essayer de le faire au travers du jeu, d'un autre côté, en se soutenant en fait sur notre réalisation passée. Bien sûr. Donc, pour résumer les interventions des uns et des autres, on est quand même sur un fil qui est commun à tous, qui est celui de l'apprentissage et de la pédagogie. Mais il n'y a pas que ça en réalité virtuelle, bien sûr, même si à chaque fois on revient à ça, et c'est ça qui est intéressant de constater. Alors maintenant, j'ai une question plus générale et je vais vous laisser la parole à votre initiative. C'est la question un petit peu que tout le monde, qui concerne un peu tout le monde, et surtout le monde économique et le monde de l'entreprise que vous représentez. J'aimerais avoir un point de vue de chacun sur cette fameuse crise du Covid. Et c'est la question bateau, hein. Oui, vous rigolez tous, mais en effet, je veux vous la poser. Pourquoi ? Parce que dans certains secteurs, on a remarqué une opportunité incroyable avec le Covid et le confinement d'exploiter la VR dans différents domaines. Moi, j'ai entendu aussi des voix un peu dissonantes sur le sujet où, ayant perdu un certain nombre d'outils, voire de moyens de communication traditionnels, il y a des sociétés qui ont grandement souffert de ce confinement et de ce post-confinement. Est-ce que vous auriez un commentaire à faire les uns et les autres là-dessus ? Je vous laisse l'initiative de répondre.
Oui, je peux commencer. Donc, ce qui est sûr, c'est que le Covid a accéléré ou enfin forcé en quelque sorte les entreprises à se digitaliser, donc à penser digital déjà, à se structurer digital. Les mondes virtuels, l'immersion, c'est une partie de ce digital. Alors, c'était rigolo parce que pendant la crise du Covid, nous, on avait des gens qui nous appelaient en nous disant je voudrais faire de la réalité virtuelle, mais sans casque, quoi. Je voudrais faire de la réalité virtuelle sans réalité virtuelle. Comment on fait, quoi? Ben, on peut pas, quoi. Ah, désolé, voilà. Et on en avait quelques-uns comme ça. Et, en fait, donc, sur la partie réalité virtuelle, c'est sûr que ça a éclairé ce mode, cet usage-là. Après, c'est poser la question de l'hygiène, puisque du coup, si vous avez votre casque à vous, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez 200 employés dans la société, c'est 200 casques. Donc c'est quand même un petit investissement. Sinon, ça veut dire que vous passez le casque à chacun. Et alors là, problème d'hygiène, on revient encore plus sur le Covid. Donc il y a eu toutes ces questions-là. Il y a eu pas mal de sociétés d'ailleurs qui ont surfé sur le nettoyage des casques, etc. Ça a été un gros business. Maintenant, après ce pic-là d'excitation, je dirais que ça retombe, à mon sens, sur des choses un peu plus raisonnées, où on se rend compte qu'effectivement, il y a des solutions grâce à la réalité virtuelle qui sont en particulier sur des plateaux techniques ou des déplacements qu'on ne pouvait pas faire ou que, disons, qui n'étaient pas forcément nécessaires ou qui était compliqué, qu'on peut réaliser grâce à l'immersion, et donc qu'on va continuer à déployer. Ça a permis de rendre visible ce genre de cas d'études et aux sociétés d'essayer de le déployer. Donc, je dirais il y a eu une excitation pendant le Covid, et maintenant, ils réfléchissent à des usages raisonnés, mais ça a permis de mettre en avant quels usages on pouvait utiliser pour rendre les sociétés aussi avoir moins d'impact écologique, être plus performantes, etc. Et les autres, Benjamin et peut-être Nicolas, vous auriez éventuellement, de votre point de vue, il s'agit de donner chacun de son point de vue. Pour nous, pour être tout à fait concret, c'est vrai que lors du Covid, on a eu un coup d'arrêt. Notamment sur les projets. On a même certains projets qui ont été mis en stand-by, donc c'était pas annulé, mais c'était mis en stand-by. Et puis très vite, heureusement, très vite, on a vu un engouement pour post-Covid, parce que ça a duré. Finalement, le premier confinement, pour tout le monde, c'était tout nouveau. Donc forcément, on met tout à l'arrêt, etc. Et puis quelques mois après, justement, je pense qu'il y a une grosse prise de conscience de dire bon là, si ça nous réarrive, il faut qu'on anticipe la suite en fait. Et c'est là qu'on a eu cet engouement sur la réalité virtuelle. On a eu un gros engouement aussi. Alors, je parle du e-learning depuis tout à l'heure, mais parce que c'est dans la continuité aussi, du fait de se former à distance. Et là, on a vu une explosion carrément sur la partie e-learning qui, pour nous, en tout cas pour le moment, ne représentait qu'un tiers de notre chiffre d'affaires. Et maintenant, passe carrément à la moitié de notre activité. D'accord. J'aurais une autre question pour vous tout à l'heure, si on a le temps, et puis parce que c'est très intéressant. C'est un débat. On met souvent en opposition e-learning et VR parce que il y a des gens qui n'ont pas hésité à dire que la VR c'était la mort de l'e-learning. C'est un débat, mais je ne veux pas le lancer aujourd'hui, mais peut-être qu'on aura deux, trois mots là-dessus. Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr. Alors, très intéressant cette période de confinement, de Covid. Nous, on a essayé de rebondir très très rapidement. Je me souviens encore qu'on commençait déjà à brainstormer à partir d'avril-mai, donc il y a maintenant 1 an et demi, c'est ça si je ne me trompe pas, où on s'est dit ok, très bien, il y avait des solutions de réunions virtuelles. Zoom clairement a été le grand gagnant de la période Covid, Zoom, Teams et les autres, et on s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant de voir de quelle façon on peut exploiter avec les casques de réalité virtuelle ces réunions virtuelles. En gros, est-ce qu'il existe des solutions qui permettent de se retrouver à distance et de pouvoir communiquer, collaborer, co-créer, etc. grâce au casque. Le problème, c'est évidemment l'accès au casque. Donc du coup, on a lancé en fait assez rapidement un service de location-livraison de casques. Et donc c'est là qu'on a constaté 2 choses. On a lancé un service avec une marque et un site web dédié au grand public, donc pour du gaming, clairement, qui s'appelle DailyVR, où en fait les Toulousains en 3 clics
peuvent recevoir chez eux, dès l'hiver, c'est la petite blague, qui peuvent effectivement en 3 clics recevoir 2, 3, 4, 5 casques pendant 6 heures, 24, 48 heures pour une modique somme, mais uniquement pour du gaming. Et ça, clairement, ça a cartonné. Et du coup, on a décliné ce service aux entreprises avec un autre site web et une offre dédiée où en gros, des entreprises peuvent faire livrer à leurs collaborateurs chez eux des casques avec à l'intérieur une solution de réunion virtuelle. Il en existe plusieurs, on pourra les citer plus tard. Et là, effectivement, ça a été un gros flop à cause de 2 raisons. La première, c'est très cher parce que du coup, quand on est face à une solution comme Zoom, Virbela ou d'autres, c'est sûr que le coût par utilisateur est beaucoup plus élevé parce qu'il faut livrer un casque, il faut louer un casque, il faut le nettoyer, et il faut évidemment faire tout un rôle pédagogique. Je reçois un casque, qu'est-ce que je fais avec? Donc là, du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous initier à cela. Et puis après, évidemment, le problème de nettoyage ou en tout cas de confiance. Est-ce que le prestataire qui me livre les casques livre quelque chose de parfaitement sain, quoi. Voilà. C'est intéressant parce que je dois dire que c'est un autre débat, mais encore une fois, c'est peut-être une autre question, mais en effet, le matériel est un frein à l'usage de la VR, on le sait tous, et il y a beaucoup de sociétés qui cherchent des solutions comme vous pour essayer justement d'offrir un maximum l'accès au matériel et qui coûte encore très cher, bien que la tendance est plutôt, on le verra peut-être un peu plus tard dans la journée, mais la tendance est plutôt à la baisse des prix et à l'accessibilité. Mais en effet, pour l'instant, ça reste une solution chère. Une solution aussi qui peut être accolée à un PC, ça aussi, c'est aussi un coût supplémentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, justement, sur cette notion de Covid? Et vous l'avez vécu aussi, finalement Alors, nous, on était en plein développement à l'école. Et du jour au lendemain, on nous a dit, vous rentrez chez vous. Et maintenant, vous revenez pas à l'école. Donc on était en train de jouer notre vie sur ce projet de fin d'année et d'un seul coup on n'a plus le droit de venir et on n'a plus accès au matériel, c'est-à-dire on n'a plus accès au casque VR. Du coup on a dû développer un jeu VR sans VR, un jeu 2 joueurs sans joueurs. C'était un peu compliqué et en fait au bout de, je pense, d'une semaine, on n'avait jamais été aussi productif. Voilà. La solution qu'on a trouvée, c'est d'être toujours connecté en vocal. Donc on se mettait sur Discord, le matin on se connectait tous et on se quittait pas jusqu'au soir. Et quand on arrêtait de travailler, on partit tous sur World of Warcraft et c'était notre équivalent de notre vie sociale en fait, en virtuel. Donc on a vraiment tout porté en virtuel et ça nous a très bien réussi. Et dès qu'on a pu, en fait, qu'il y a eu la levée du premier confinement, on a pu faire des playtests, donc faire tester à des joueurs pour observer, avoir des retours. Et là, on a commencé à refaire des cycles comme ça et essayer d'ajuster du mieux qu'on pouvait. Mais nous, on a vraiment vécu en fait cet intérêt des réunions à distance bien faites et de cette cette vie sociale saine en fait à distance. Oui. Alors, c'est une question aussi intéressante. C'est est-ce que finalement, et là je me tourne vers ces messieurs, est-ce que finalement, au-delà du fait que l'activité soit arrêtée pour des questions économiques, hein, évidemment, est-ce que l'activité, si vous avez réussi à produire un petit peu pendant cette période, est-ce que le fait d'être en distanciel et le développement forcé du télétravail vous a quand même permis d'organiser vos équipes correctement, puisque bon, j'imagine que vous travaillez plus ou moins avec des développeurs, et est-ce que bon, ça s'est plutôt bien passé pour les uns et les autres à ce niveau-là, comme le dit Cyril, voilà, avec son équipe? Nous, l'avantage par rapport à toi, Cyril, c'est qu'on les a laissés prendre les casques chez eux, quoi. Donc c'était beaucoup plus pratique. Non, de notre côté, voilà, dès que le confinement a été annoncé, tout le monde est parti en télétravail. Tout le monde est parti avec l'équipement en télétravail. On avait déjà les connexions, on avait déjà l'infrastructure. Ce que tu dis est très vrai. Je pense que ça a augmenté la productivité. En tout cas, sur le premier, l'année dernière, on a vu
une hausse de l'activité, mais peut-être aussi parce que c'est le côté développeur. On est chez soi, on a tendance à travailler plus. Donc en fait, le boulot, moi, en tant que responsable de la société et des collaborateurs, c'était plutôt de leur dire, bon, maintenant tu t'arrêtes, je te déconnecte l'accès à la plateforme, etc. Parce que sinon, ils bossaient jour et nuit, quoi. Donc c'était super pour la productivité, mais ils allaient péter un plomb au bout d'un moment. Donc on a surtout travaillé sur les forcer à garantir leur bien-être sans qu'ils s'en rendent compte, parce qu'en fait c'était presque vexant pour eux de ne pas pouvoir le faire, mais on se rendait compte qu'à terme ça ne tiendrait pas. Donc on a eu une suractivité, on n'a pas eu de perte, on a eu même on a eu une croissance de 80% l'année dernière pendant le Covid, donc on a bénéficié du Covid, aussi de par le fait que notre productivité s'est accélérée. Et alors, bon, je vais revenir à une question aussi générale. Est-ce que aujourd'hui, concernant vos métiers spécifiquement, est-ce que vous sentez que le marché est plutôt je dirais, saturé en termes d'emploi, c'est-à-dire grosso modo au niveau des postes de développeurs? Est-ce que vous considérez que vous avez des difficultés à en trouver, ou alors, voilà, il y a encore des ressources un peu partout et c'est facile d'en trouver, etc. J'ai un peu envie d'avoir votre sentiment là-dessus, chacun. Alors, nous, on peut en parler dans le sens où on est en train de recruter 3 profils chez Numix. On est en train de recruter un profil développeur, on est en train de recruter un profil graphiste. Une petite annonce, allez-y. Alors, ces 2 postes sont pris, mais il reste. Il en reste un. Bon, voilà, c'est bien. C'est vraiment en cours et il reste un poste d'ingénieur pédagogique. Voilà. À bon entendeur, salut. Mais tout ça pour dire que, on est en pleine croissance. Alors nous, je trouve que ce qui est une force aussi pour nous, c'est que on n'est pas à Toulouse. On est à l'extérieur de Toulouse et on propose un cadre de vie qui est loin des bouchons et avec la possibilité de se garer très facilement. Voilà. Donc non, mais c'est vrai que quand on recrute des profils qui sont très techniques, on peut penser que le fait d'être à Albi, par exemple, ce soit plus compliqué que dans une grande ville. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas eu cette difficulté-là. Donc mais voilà, c'est pour savoir les autres, si vous, Nicolas et Laurent, ou si vous voulez comment faire un commentaire là-dessus. Oui, non, je trouve que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est pas facile de trouver des compétences. On sait très bien qu'on est tous en demande de ressources, on est tous en croissance. L'approche que nous on a eue chez Membus, c'est plutôt de travailler avec des gens qui ont déjà des ressources et de multiplier les partenariats pour partager le travail, plutôt que d'essayer de répondre à la demande par de la croissance interne. Mais donc du coup, on a un petit peu moins de recrutement à faire, mais trouver un talent dans le domaine, que ce soit au niveau de l'infographie, de la 3D, de la pédagogie aussi, parce que c'est des nouvelles méthodes pédagogiques, c'est assez compliqué. Je pense que c'est un problème qui va durer de toute façon, quoi. Même si on commence à y répondre avec des écoles qui ciblent bien les compétences, on va avoir plus de demandes quand même que ce que nous propose ce que propose le marché, oui, tout à fait. D'où l'intérêt aussi de se rapprocher des écoles éventuellement et d'essayer de sourcer des collaborer avec les écoles, c'est très important. Oui, tout à fait. Nicolas, c'est dans notre cas, étant donné qu'on est souvent sur des projets extrêmement sur mesure, demandant des technologies différentes ou des savoir-faire très différents sur la 3D, bruitage, son, tout ça. Ah oui. Qui sont à chaque fois, c'est vraiment différent, je pense, entre, par exemple, nos 2 sociétés. Nos productions sont différentes. Du coup, en fait, nos recrutements s'accentuent plutôt sur de l'encadrement de projet. C'est des chefs de projet digitaux, des chefs de projet web ou en tout cas réalité virtuelle qui vont pouvoir comme cela encadrer les différentes compétences parce qu'effectivement les talents, les experts en 3D et autres talents, je dirais, eh bien effectivement on les prend plutôt en freelance au projet, plutôt de façon indépendante. Nous on recrute de façon salariée plutôt effectivement sur les encadrements de projet. D'accord. Alors je vais avoir une dernière thématique un peu commune à tous
avant de peut-être passer la parole à des questions. Le sujet que je voulais aussi aborder avec vous, c'est un sujet dont on a parlé avec Laurent Chrétien, dont on parlera très certainement aussi sur la table ronde 2, mais d'un point de vue différent, puisqu'on aura des utilisateurs. C'est toujours le sujet dont on parle quand on parle de VR, sont les freins. On sait tous, mais c'est un sujet intéressant parce que chaque point de vue est intéressant là-dessus. Les freins à la VR. Aujourd'hui, comme le dit Laurent Chrétien tout à l'heure, on est sur une phase d'émergence, une sorte d'arrivée sur une maturité d'un marché, en tout cas tout le monde le constate ou le dit, qui est de plus en plus abondé en termes de fonds et puis je dirais tout simplement de financement. Cependant, on constate tous, je dirais c'est à l'unanimité, que le matériel, le hardware n'est pas encore tout à fait entré dans nos quotidiens, en tout cas au côté du grand public, même des entreprises. Et puis il y a une dimension psychologique qui est importante, c'est que la VR représente, moi je fais souvent des conférences où je montre cette fameuse image des années 80 où d'un gamin qui regarde la télé très près et dont les parents disent regarde pas la télé parce que tu auras les yeux carrés, et quand on regarde quelqu'un qui met un casque virtuel, on se dit que ça y est, on est dedans, on a passé le cap. Mais ceci dit, voilà, comment est-ce que vous constatez ces choses-là? Oh là là, pardon, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Comment est-ce que vous constatez ces choses-là? Est-ce que vous constatez ces choses-là? Et est-ce que vous avez des méthodes ou vous mettez en place des choses pour contourner ces freins ou essayer de convaincre un maximum? Allez-y, je vous laisse la parole. Pour nous, en tout cas, un des premiers freins qu'on rencontre, c'est la VR, ça rend malade. Ou alors j'ai eu une très mauvaise expérience, j'ai pas envie de revivre ça. Et donc ça, pour nous, c'est un des premiers a priori qu'on a. Il y a l'âge aussi qui peut jouer, puisqu'il y a des personnes, quand on a eu effectivement, et quand on est habitué à jouer aux jeux vidéo, pour nous, mettre un casque et se mouvoir dans un monde virtuel, c'est très facile. Mais pour une personne un petit peu plus âgée, qui n'est pas du tout un adepte de ce genre de choses, ça va être beaucoup plus compliqué. Je vois qu'on nous fait signe. Donc c'est les deux freins en tout cas premiers qu'on a. Après évidemment ces freins sont levés en tout cas quand on fait essayer nos solutions, dans le sens où on fait de la formation, donc si ça rend malade c'est qu'on n'a rien compris. Et on essaie de faire ça le plus ergonomiquement possible pour que ce soit accessible au commun des mortels. Comme il nous reste peu de temps, est-ce que l'un de vous deux, l'un de vous trois, voulez aussi ajouter un commentaire là-dessus? Je pense que les problèmes, ces problèmes-là en tout cas vont vite être dépassés, réglés par l'ergonomie et justement par des astuces qui permettent d'éliminer ce mal des transports qui est la malédiction de la VR et qui lui colle à la peau. Oui. Après, on a encore le problème de la VR chez soi. Non seulement c'est du matériel qui coûte cher, mais en plus c'est du matériel qu'on a du mal à utiliser au quotidien encore. C'est des casques qui sont lourds, sont lourds à mettre en place, qui sont lourds à installer sur soi, à enlever, à ranger. Et en fait, à partir du moment où la technologie, je pense aussi, va devenir un peu plus légère, tout à fait. Ça va être beaucoup plus accessible. Et ça, il va falloir un peu de temps pour que la technologie soit au point aussi. D'accord. Écoutez, il nous reste très peu de temps, donc je tenais à vous remercier. Je ne sais pas si on aura... Je regarde la régie, est-ce qu'on aura un temps pour une question? Je ne pense pas. Ça va être compliqué? Non? D'accord. Bon, on me dit non. Alors, je suis désolé, vous allez rester frustré, mais vous aurez peut-être le temps de poser d'autres questions dans les autres tables rondes. Je vous remercie tous les quatre pour votre venue et la pertinence de vos réponses. Merci beaucoup.